On a la conviction qu'aujourd'hui, les décideurs en hoodie comme toi, ce qu'ils veulent, c'est casser les codes. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer leurs pairs, leurs potes, leurs futurs clients dans un endroit convivial, dans un endroit où, en buvant un verre, on peut faire un contact pour un nouveau business et en même temps, 15 minutes plus tard, on est avec son staff ou ses clients ou ses prospects en train de danser sur une terrasse avec vue directe sur la Seine. L'Accor Arena est la salle la plus célèbre de France. Elle a accueilli des artistes légendaires et organisé des événements mémorables. Avec presque 1 million de billets vendus cette saison, elle est classée 2e arena mondiale derrière le Madison Square Garden. Et c'est au cœur de cette salle que nous avons eu la chance de rencontrer Julien Rongier dans une loge incroyable qui reprend les codes d'un appartement haussmannien. Julien est directeur des revenus à la Paris Entertainment Company, la marque ombrelle qui possède l'Accor Arena, le Bataclan et la future Adidas Arena. Aujourd'hui, il échange avec nous et nous dévoile comment la Paris Entertainment Company repousse sans cesse les limites pour offrir des expériences inoubliables dans leurs 3 salles. Alors préparez-vous à plonger dans les coulisses de l'expérience fan de ces salles mythiques où innovation et passion se rencontrent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue dans Storytellers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien Rongier, directeur délégué à l'Adidas Arena et directeur des revenus à la Paris Entertainment Company. Bonjour Julien, bienvenue parmi nous. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et de nous accueillir ici. On n'est pas dans le studio habituel dans nos bureaux, on a la chance d'être à l'Accor Arena. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous inviter et de faire partie de ce podcast. Avec grand plaisir. Pour commencer, justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la salle dans laquelle on se situe? Parce qu'on est à l'Accor Arena, mais on est en même temps dans un salon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Quand vous nous avez appelé pour parler Fun Experience, on s'est dit quel est le meilleur endroit pour parler Fun Experience et l'appartement vue Seine de l'Accor Arena, c'est particulièrement le bon endroit pour parler de Fun Experience puisqu'on a recréé dans les conditions du réel un appartement haussmannien. Alors, il n'a pas vu sur la Seine le fleuve, il a vu sur la Seine de tous les artistes qui se produisent à l'Accor Arena. L'objectif ici, il est très simple, c'est faire vivre une expérience qui n'a jamais été vue dans une salle de spectacle. Tout simplement. Et on a carrément le hall d'entrée avec les petites boîtes aux lettres, etc. On se croirait vraiment dans cet appart haussmannien. Donc, je pense que c'est assez bien réalisé. Et l'effet qu'on a eu avec l'équipe en arrivant ici, je pense que vous avez bien rempli en tout cas cette partie-là. Et donc aujourd'hui, on va parler principalement de ce sujet, de la fan experience. On a la chance de t'avoir avec nous pour parler de ça et d'avoir la Paris Entertainment Company pour qui tu travailles, qui est donc la marque ombrelle qui a les 3 salles qui sont le Bataclan, l'Accor Arena et la future Adidas Arena. Exact. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de ça. Et d'ailleurs, veuillez nous excuser pour potentiellement le bruit que vous pouvez entendre derrière. Là, l'Accor Arena elle est en pleine préparation pour les Rolex Paris Masters qui ont lieu la semaine prochaine. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, c'est tout à fait normal et on s'en excuse. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de cet événement qui est en préparation des Rolex Paris Masters à l'Accor Arena? Oui, et effectivement, j'espère qu'on ne va pas vous déranger trop avec ce bruit, mais à l'Accor Arena, il n'y a pas un jour sans bruit. L'Accor Arena, c'est 100, 140, 150 séances par an. Okay. Donc, si tu ajoutes le montage, le démontage, la trêve estivale, en gros, tous les jours à l'Accor Arena, on monte, on démonte ou on joue à un spectacle. Les organisateurs sont assez, je dirais, prêts à faire des configurations toujours plus folles. Donc oui, on est désolé, il y a un petit peu de bruit. Le Rolex Paris Masters, c'est un des plus grands événements sportifs qu'on accueille sur, je dirais, le début de cette saison sportive, dans le tournoi, dans la séquence de l'ATP et des Master 1000. Ouais. Donc effectivement, il y a un peu de montage partout dans la salle. On va pas vous en vouloir normalement ça devrait passer. Je pense que personne vous en voudra et c'est déjà assez incroyable de se retrouver dans une salle comme ici. Est-ce que justement tu pourrais commencer par nous définir un petit peu ce qu'est l'expérience fan, comment justement la Paris Entertainment Company fait pour créer des expériences fans hors du commun et fait pour redéfinir ce qu'est une expérience fan aujourd'hui? Le premier point, je dirais, il est double. Le premier point de départ, c'est notre obsession auprès de Nicolas Dupeux, notre directeur général, de l'expérience client. On vient tous d'univers différents, du monde du tennis, du monde de Disney, du monde du foot, du monde du rugby, de l'événementiel en général. Et on a tous le vecteur commun d'expérience client, mais qui est aussi un mot valise. Tout le monde veut faire de la fan expérience, tout le monde est engagé sur ces sujets-là.
Il se trouve que nous, c'est vraiment une obsession jour et nuit et on fabrique le plus possible d'expériences clients tailor-made, uniques pour l'ensemble de nos clients. Et le deuxième point de départ, pour fabriquer des expériences clients à propos, des expériences clients qui sont en corrélation avec les besoins de tous les clients, de tous les fans, de tous les passionnés qu'on accueille, c'est de les connaître et d'avoir une relation de proximité le plus possible avec eux, qu'elle soit physique ou qu'elle soit digitale. Ok, très bien. Déjà, j'adore cette manière de dire de créer, enfin de vraiment fabriquer, justement. J'aime beaucoup ce terme que vous utilisez, fabriquer de la fan expérience. Et justement, comment vous faites pour être aussi proche de vos clients et de savoir justement quelles sont les attentes de vos clients? Par exemple, cette salle dans laquelle on est, qu'est-ce qui vous a fait vous dire que un appartement haussmannien, ce serait ce qu'un client aimerait comme fan expérience? C'est une question intéressante. Tu as vraiment deux approches dans la fabrication de la fan expérience, qu'elle soit grand public ou hospitalité. Soit on a des convictions, c'est-à-dire qu'on a une position sur le marché qui est déterminée et donc du coup on a un discours et c'est tout l'objet de la fabrication de la marque Accor Arena qui porte des valeurs, qui a une vision, qui a des objectifs et donc on pourrait s'attendre à ce qu'une expérience client, une expérience fan à l'Accor Arena se déroule de telle et telle façon. Donc ça, c'est un peu la façon où tu pushes une expérience client la plus exceptionnelle possible. Si je prends un exemple très concret sur le grand public, comment je fais pour avoir le meilleur burger possible par rapport à mes camarades, à mes collègues du Stade de France, de Roland-Garros, de n'importe quel autre site événementiel, Viparis, etc. Et puis, la deuxième méthode, c'est aussi au contact de tes clients, de les écouter. Tu parlais de cet appartement vue Seine. Le client qui est venu nous voir, c'était un client un peu désabusé des hospitalités parisiennes qui nous a dit j'en ai un petit peu marre des petits fours, j'en ai un petit peu marre du maître d'hôtel, j'en ai un petit peu marre de faire la queue très longtemps à l'accueil de VIP de telle adresse. Et ce que je veux, c'est me sentir chez moi et accueillir comme si j'étais à la maison mes clients. Donc, on lui a dit, c'est assez simple. Si tu veux être à la maison, on va te fabriquer une maison. Tout simplement. Ok. Donc là, on est vraiment sur une expérience tailor-made, vraiment qui Absolument. est faite pour ce client-là, mais qui plaît au plus grand nombre aussi, parce que j'imagine que c'est quand même assez. Je ne sais pas si c'est fait dans d'autres salles, si vous êtes au courant, si ce genre de. Écoute, on passe pas beaucoup de temps à screener le benchmark mondial pour savoir si on a été les meilleurs, les plus grands, les plus rapides. A priori, on n'a pas vu ça ailleurs, mais bon. Ça reste unique en son genre quand même si peut-être qu'on a d'autres salles de ce type-là. En tout cas, c'est assez impressionnant encore une fois à voir. Et tu disais justement que vous, à la Paris Entertainment Company, vous venez de différents milieux, mais qui sont souvent en rapport avec le sport, avec la musique. Toi, personnellement, avant de rejoindre la Paris Entertainment Company, tu as travaillé pour des stades, dont le Stade de France, par exemple. Exact. Aujourd'hui, tu es à la Paris Entertainment Company, donc des salles de concert et de sport. D'où te vient un petit peu cette passion, si je peux dire, pour justement ces lieux de spectacle? C'est très simple. Moi, j'aime le développement et le business. Et je me suis toujours dit que travailler dans un endroit où la passion des gens s'exerçait et où l'expérience et l'endroit où on fabrique des souvenirs devait être probablement un des meilleurs endroits pour faire du développement et du business. Okay. Et donc, après un parcours traditionnel d'école de commerce, comme on est des dizaines, centaines de milliers à faire, je me suis dit que c'était à cet endroit-là, dans cette industrie-là, qu'on pouvait fabriquer des souvenirs, fabriquer des moments d'exception pour tous les clients. Ok, trop cool. Et est-ce que toi, justement, à titre personnel, tu t'étais fait les réflexions en tant que spectateur, en tant que fan de musique peut-être, en tant que fan de sport? Est-ce que tu t'étais déjà fait justement ce genre de réflexion de dire ouais, on pourrait à cet endroit-là améliorer, on pourrait, enfin c'est déjà un mécanisme que tu avais en soi en tête? Absolument, ouais. Ok, d'accord. Donc ça a du sens de venir travailler pour une telle marque. Très bien. Et pour revenir à ces différentes salles aussi, quelque chose qui fait votre force, et là on va parler un petit peu de la future Adidas Arena. C'est aussi la technologie, c'est cette association entre justement faire vivre une émotion et réussir à la conjuguer avec des avancées technologiques. Quelle est la place de la technologie, des nouvelles technologies dans vos salles, sachant que la nouvelle Adidas Arena a été qualifiée de salle Next Generation? Qu'est-ce qu'on entend par là chez vous? C'est important ce point sur le digital et les nouvelles technologies. Nous, on a une conviction double qui a l'air de s'opposer de temps en temps, mais qui en fait se complète très bien. La technologie, c'est le support parfait
le digital, c'est le support parfait pour faire vivre la meilleure expérience live analogique dans la vraie vie, pour le dire en français, de sa passion du concert, de sa passion du sport, de son équipe, de son artiste préféré. Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est comment et à quel endroit on met la technologie pour débloquer des pain points. Comment je fais pour trouver dynamiquement la buvette qui a la meilleure offre qui me plaît le plus et qui a le moins de files d'attente. Comment je fais pour m'inscrire sur les bonnes bases newsletter pour avoir accès de manière privilégiée à mon artiste préféré en amont, etc., etc., etc. Donc, nous, on conçoit la digitalisation de notre relation client comme un outil d'aide à vivre le live analogiquement. Ok, d'accord. Et donc ça, typiquement, on en parlait un petit peu en amont, mais ça passe par une application, par exemple, que vous allez lancer pour l'Adidas Arena. Exactement. Et justement, cette application, elle comportera quel genre d'informations, si on peut en parler Oui, écoute, on est en plein dans le chantier. L'Adidas Arena, c'est une salle qui va ouvrir le 11 février. Donc, tu imagines que là, on est plutôt en train de poser les sièges que de déployer les features de l'app. Sachant qu'on est en train de tourner en octobre pour mettre un petit peu de contexte. Exactement. Et à l'ouverture de la salle, on aura effectivement une app qui permettra à la communauté des fans du Paris Basketball, qui sera le club résident de l'Adidas Arena, et de l'ensemble des fans qui vont venir profiter des événements de sport et de spectacles, de retrouver leur place, de pouvoir faire de la précommande, de pouvoir avoir le programme des festivités de notre lieu de vie qui va se passer après, de pouvoir chercher en dynamique l'endroit, comme je le disais à l'instant, où est-ce que je peux trouver mes services, ma restauration la plus qualitative possible, la plus adaptée à mes goûts, et tout ça en real time. Ok, très bien. Pour rester sur cet aspect nouvelle technologie et très technologique, moi, à titre personnel, une petite question que j'ai, voilà, j'ai déjà été de nombreuses fois à l'Accor Arena pour voir des concerts ou autres. On a eu la chance de pouvoir voir les chantiers de l'Adidas Arena là, pendant qu'elle est en construction. Est-ce que tu parlais de pain point, est-ce que ça va aller sur des pain points qui sont qui sont forcément focus expérience fan, mais donc typiquement moi, un problème que j'ai pu retrouver sans parler de l'Accor Arena, mais dans la plupart des salles de concert ou autres, ça va être le manque de réseau parce que c'est saturé, parce qu'il y a trop de monde, ça va être ce genre de problème-là. Est-ce que vous en arrivez à traiter jusqu'à ces pain points-ci ou est-ce qu'on... Oui, tu as raison, la connectivité, c'est un des pain points notamment de tous les milléniaux, c'est la Gen Z qui veut dire j'y suis, j'y étais, j'y serai, je veux une vidéo en 4K. C'est ça, je veux pouvoir mettre ma petite story. Oui, c'est normal, ça fait partie des usages et de l'expérience augmentée que le digital propose. On a une chance extraordinaire à Paris l'année prochaine, c'est qu'on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Évidemment, ça ne vous a pas échappé. Nous, on a une chance particulière dans ce dispositif, c'est qu'on va pouvoir accueillir sur nos deux sites, l'Adidas Arena et l'Accor Arena, des disciplines olympiques et paralympiques. Il se trouve que dans cette organisation-là, est demandé aux fournisseurs d'accès et aux grands groupes de la téléphonie de aussi faire un bond technologique dans les salles de spectacle, dans les stades. Comme tu le sais, avoir un lieu fermé avec 80 000 fans, 50 000 fans, 20 000 fans qui veulent faire la même chose que toi, ça pose des problèmes. C'est un chantier qu'on a mené avec un opérateur téléphonique ici qui est terminé à l'Accor Arena, et puis ce sera fait aussi à l'Adidas Arena. Ouais, donc c'est vraiment chaque pain point est pris individuellement et vous travaillez là-dessus. Et justement, c'est un petit peu votre manière de travailler à la Paris Entertainment Company. Tu vas mieux le dire que moi, mais de ce que j'ai compris, vous vous servez justement de vos différentes salles un petit peu comme des tests, et principalement l'Accor Arena, qui est une salle qui est mythique, qui est ici depuis plus longtemps que la Paris Entertainment Company. Ouais. Mais justement, tu me disais que vous en serviez un petit peu comme un bac à sable dans lequel vous faites des tests. Est-ce que l'Adidas Arena va aussi, j'imagine qu'elle va profiter de tous ces tests que vous avez déjà faits sur les différentes salles, donc Bataclan et Accor Arena. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de ping-pong aussi avec cette nouvelle salle? Est-ce qu'elle va aussi servir pour améliorer l'Accor Arena? Ou est-ce que maintenant, voilà, vous allez être plus focus sur l'Adidas Arena? Absolument, tu as raison, tu as bien résumé notre philosophie. Paris Entertainment Company, c'est effectivement ces trois salles que tu as citées tout à l'heure, le Bataclan, l'Adidas Arena qui ouvre en février, et puis l'Accor Arena que tout le monde connaît. L'Accor Arena, c'est un peu notre vaisseau amiral, c'est notre laboratoire à expérience client. C'est aussi l'endroit où on a inventé notre volonté à créer un lieu de vie autour de notre
activité principale qui est un lieu de spectacle et d'accueil d'événements sportifs. Comme tu le sais, on a ouvert un bar sur le quartier pour boire un verre avec ses potes après un concert. On a ouvert un restaurant pour la population riveraine, pour les business lunch, etc. On a eu la chance aussi d'ouvrir un espace de coworking avec Vojo. Et puis, évidemment, la fête ne serait rien sans un immense club. Et Fantôme a ouvert ses portes il y a quelques mois. Tout ça, c'est une stratégie de création de lieux de vie autour de nos salles de spectacle et d'événements. Et c'est ce qu'on va déployer à l'Adidas Arena, Ouais. je dirais, dès le départ. Ici, on a un peu rembobiné en se disant, on a un équipement magnifique, il est en plein centre de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire avec les espaces qui sont à notre disposition? L'Adidas Arena, on l'a fait dans l'autre sens, fort de cette expérience-là. De quoi on a besoin pour fabriquer l'expérience client la plus cool, Ouais. la plus à propos pour l'ensemble de nos clients. Donc oui, tu as raison, on part de l'Accor Arena pour déployer notre stratégie à l'Adidas Arena. Mais l'Adidas Arena, ça va être aussi des nouveaux codes, des nouveaux clients. Ça va être des fans de basket, ça va être un public probablement un petit peu plus jeune aussi, qui va attendre des codes différents. Et par exemple, tu parlais de l'app tout à l'heure. L'app, on la déploie pour la première fois à l'Adidas Arena. L'Accor Arena n'en a pas. Ouais. Ça va nous permettre de faire un use case intéressant et de savoir qu'est-ce qui est utilisé dans l'app, qu'est-ce que les clients demandent. Et du coup, de nous reposer la question, est-ce que c'est un manque ou pas à l'Accor Arena? Et donc, tu as raison, s'installe ce ping-pong ou ce chassé-croisé entre qu'est-ce qu'on fait bien ici et qu'on veut faire là-bas et qu'est-ce qu'on a découvert d'intéressant à l'Adidas Arena avec ces publics plus jeunes qu'on pourrait être amené à déployer à l'Accor Arena. Ok, ce qui est super intéressant et ce qui explique aussi pourquoi vous avez cette possibilité de créer des fan expériences qui sont toujours améliorées parce que vous vous apprenez de justement ce qui a plus ou moins marché dans d'autres salles, avec d'autres publics. Absolument. Donc c'est intéressant. Et alors, je voudrais parler des lieux de vie, on va en parler juste un petit peu après, mais juste pour rester un petit peu là-dessus, ce qui fait aussi votre force, je pense, dans ce groupe-là et dans ces salles, c'est que chaque salle a son univers aussi, qui est un univers bien défini. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différents univers et surtout l'univers qu'aura l'Adidas Arena? Oui, comme tu le dis, tu as raison. C'est hyper important pour nous de commencer à raconter toutes ces histoires, je dirais, dans une structure commune. Et nous, on a des plateformes de marque. On a la chance d'avoir 2 namers super meaningful. D'avoir une marque et un groupe comme Accor à l'Accor Arena, ça nous permet d'être légitime et de parler d'hospitalité augmentée, d'accueil, de guest experience. Ça positionne et ça nous aide à écrire notre histoire de l'accueil, de l'expérience augmentée, etc. À l'Adidas Arena, c'est un autre propos. C'est un autre propos pour plein de raisons. C'est aussi pour cette raison qu'Adidas a décidé de sauter aussi dans l'aventure, parce que on est sur un territoire, le nord de Paris, connecté au 93. On va avoir des codes. C'est un mot valise et qu'on n'utilise jamais, mais je vais l'utiliser quand même. On a eu quand même les tendances urbaines, même si personne ne sait définir ça correctement. Mais dans l'idée qu'on en avait, c'est qu'il fallait qu'on ait une arena qui casse des codes traditionnels, institutionnels du monde de l'entertainment et qu'on soit beaucoup plus proche des gens, qu'on soit dans les codes, on en parlait à l'instant, de la Gen Z, et qu'on ne soit pas dissonant avec la programmation qu'on propose, les activités qu'on va y déployer. Pour revenir aussi sur quelque chose dont on parlait tout à l'heure, tu me disais que vous ne faites pas non plus un benchmark complet, on va dire, de toutes les autres salles, de tout ce que les autres salles font. Mais est-ce que vous avez quand même un œil sur ce que peut faire la concurrence, ou ce que peuvent faire les salles à l'international quand même pour l'amélioration, pour tout ça? Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous faites ou vraiment vous restez focus sur vos acquis et surtout sur ce que vous apprenez au fur et à mesure de vos salles? C'est une question intéressante. On a des débats en interne sur ce point. Je vais te donner ma conviction. Ma conviction, c'est qu'on est focalisé sur les convictions qu'on a sur qu'est-ce que doit être la meilleure fan expérience possible. Et on est assez obnubilé par qu'est-ce que nous disent nos clients, que ce soit grand public ou hospitalité, tout à l'heure. Et donc, avec ces 2 pieds, je dirais, le pied gauche, la conviction, le pied droit, que disent nos clients, on fabrique l'expérience client qui nous semble
la plus à propos, mais ce serait aussi te mentir que de te dire qu'on ne regarde pas quand même ce que fait la concurrence. Et la concurrence pour nous, c'est pas nos camarades du nord de Paris, nos camarades de l'Est parisien ou le reste du marché français. Pour nous, la concurrence, c'est l'ensemble des endroits, des lieux, des adresses qui fabriquent de l'expérience. Ok. Aujourd'hui, le musée du Louvre, le musée Rodin, D'accord. un UGC dans un mall Next Generation fabriquent de l'expérience. Ok. Donc vous ne vous basez pas seulement sur des salles, quoi. C'est Non, vraiment- ok. on a une vision la plus large possible de l'expérience client et on essaye de se retrouver dans tout cet univers. D'accord, ok. Ce qui est très clair et ce que je comprends, mais ce qui peut montrer pourquoi vous avez une certaine différence aussi sur comment vous traitez cette expérience-là, parce que ça permet de penser, comme disent les Américains, un petit peu outside of the box, plutôt que de rester focus sur ce que les salles ont toujours potentiellement fait ou ce que les autres salles font de mieux que nous ou quoi que ce soit. Et justement, pour rester sur ces autres salles et sur le milieu de l'entertainment, outre-Atlantique, on a vu la Sphère de MGM qui vient de sortir de terre à Las Vegas. On en parle énormément, ça a fait un gros buzz et aujourd'hui, il y a carrément la ville de Londres qui est censée en avoir une d'ici quelques années aussi. On parle de la ville de Paris, on parle d'autres villes dans le monde où ils veulent s'installer. Qu'est-ce que vous faites de ce genre d'innovation? Est-ce que vous y prêtez attention? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Bah, tu as raison, la Sphère, c'est au-delà d'une amélioration de l'expérience client, c'est une évolution du modèle même de salle de spectacle. Évidemment, on regarde ce que fait le groupe MGM avec attention. On va faire comme tout le monde, on va prendre un billet d'avion et on va aller voir le show. D'accord. Après, tu sais, le marché du live, il est hyper vaste. Nous, effectivement, on est très attentif sur le trend setting imposé, proposé par le marché américain. On y est aussi sensible parce que notre actionnaire AEG est aussi très, très, très déployé sur le marché américain et généralement en Europe. Mais la Sphère, c'est une destination à Vegas qui répond à des codes de marché différents, Bien sûr. dans un modèle économique différent. Tu connais le budget de construction de cette salle. C'est un autre modèle. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde et même ça reste à Las Vegas aussi. C'est une ville assez particulière aussi. Enfin, ça va bien avec le lieu là où il est aussi. Moi, j'ai du mal à l'imaginer déjà à Londres. J'ai du mal à l'imaginer aussi dans d'autres villes. Mais en tout cas, voilà, c'est plus ce concept d'innovation et de vraiment penser, think outside the box. Encore une fois, vraiment penser à des types de fan expérience dont on n'a jamais vu. Et je trouve que ça s'apparente un petit peu à ce que vous essayez de faire aussi avec des appartements comme ici. C'est des choses qu'on a rarement vues ailleurs, qui sortent de l'ordinaire et qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est cool. Et pour rebondir un petit peu là-dessus aussi, on parlait des lieux de vie tout à l'heure. Là, l'Accor Arena, c'est un lieu que vous avez récupéré avec cette marque ombrelle qui est la Paris Entertainment Company. Mais c'est un lieu où on ne peut pas pousser les murs. Vous avez déjà créé des choses un petit peu tout autour, mais vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que ce qui était déjà en place. Pour l'Adidas Arena, c'est une toute autre question. Vous avez la possibilité de créer un lieu de vie complètement à part, alors qui a priori sera prêt après les Jeux Olympiques, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui va être dans ce lieu de vie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver et en quoi ça va jouer dans cette fan expérience-là, sachant que ça reste un lieu qui peut être utilisé indépendamment de la salle aussi? Oui, tout à fait. Écoute, on a ici développé, comme je te l'ai dit, beaucoup de choses pour fabriquer cette destination sur le lieu de vie, sur le quartier de Bercy, autour de notre salle de spectacle à l'Accor Arena. À l'Adidas Arena, on a pu exprimer des besoins, choisir des options dès le départ qui nous ont permis de déployer, juste collé à l'Arena, un lieu, un nouveau bâtiment que dans notre jargon du projet, on appelle le programme de locaux complémentaires qui accueille 2 gymnases, 2 salles qui sont incroyables, sublimes, qui vont permettre aux clubs locaux, qui vont permettre aux scolaires, qui vont permettre aux habitants du quartier de pratiquer leur discipline sportive au quotidien. Okay. Donc, on a un gymnase qui sera en rez-de-chaussée, puis un gymnase en étage élevé. Et au milieu de ces 2 gymnases, on a déployé un espace complètement vitré avec 2 immenses terrasses en rooftop. Okay. Quand je dis 2 immenses terrasses, ça va être quasiment 1500 mètres carrés de terrasse. Okay. Où on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir se restaurer, on va pouvoir venir entre potes, en famille, avant un show, après un show ou tous les jours de la semaine. On va avoir la chance, après les Jeux Olympiques, de voir se construire une immense université
dans le quartier de Porte de la Chapelle. Donc, on espère que tous les BDE viendront réviser à l'Adidas Arena. Mais notre ambition, c'est effectivement de créer un lieu de vie. C'est plus de 2500 m² indoor et puis quasiment 1500 m² outdoor pour y faire de la restauration, des fêtes, des événements, du retail. T'imagines bien qu'Adidas va y jouer son rôle également. On va faire des trucs assez chouettes avec Adidas aussi. Vraiment cette définition de lieu de vie à proprement parler au quotidien, d'accord. Ce qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour l'instant. Et justement, est-ce que, sachant que cette salle elle a été commandée pour les Jeux Olympiques, est-ce que vous, en tant que Paris Entertainment Company, vous avez une stratégie que ce soit sur la fan expérience ou au plus large, hein, mais est-ce que la stratégie est un petit peu différente avant les Jeux Olympiques, ou du moins pendant, et après les Jeux Olympiques pour la salle ? Non, ce n'est pas vraiment un sujet de stratégie parce que quand on va ouvrir à partir du 11 février, on veut avoir déployé l'expérience Adidas Arena dès le départ. On veut que les fans soient chez eux dès le départ et que ce soit cohérent et consistant dans leur façon, entre guillemets, de consommer un événement et qu'on puisse dire dès le départ, ce sont ça les codes, c'est ça l'expérience Adidas Arena. Effectivement, tu as raison, on va mettre entre crochets, en pause, l'expérience Adidas Arena pour la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on va avoir la chance de produire et de fabriquer aux côtés du COJO. Et puis, on reprendra l'expérience Adidas Arena juste après les Jeux Paralympiques. Puis après, le bateau est lancé et tous ces événements se suivront comme à l'Accor Arena. Ok, très bien. Et pour parler un petit peu encore de cette Adidas Arena, en termes de challenge, donc il y en a un qui est celui de sortir à la date prévue. Ouais. Ça, c'est un challenge pour tous les nouveaux bâtiments, pour tout ce qui va sortir de terre et qui a une date précise. Donc, on sait que c'est un gros challenge pour vous. Quels sont vos autres challenges que vous avez dû… alors, il y en a beaucoup, j'imagine, mais des challenges un petit peu principaux auxquels vous avez dû faire face pendant la création de cette salle et la mise en place de l'Adidas Arena. Tu le disais sur la date de livraison du bâtiment. Le lancement d'un équipement comme celui-ci, c'est souvent la confrontation de tes idées et de ta stratégie avec la réalité du terrain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Neymar qui est partie intégrante depuis, je dirais, un long moment déjà. L'Adidas Arena, ça s'appelle Adidas Arena depuis très longtemps déjà. Ouais. Donc, on a hâte de l'ouvrir. Ouais. On a hâte d'y accueillir des événements. Donc, le plus gros challenge, c'est d'être assuré que dans l'exécution du projet, dans la phase d'ouverture, les clients, les organisateurs, les médias, les entreprises, les sponsors, les fans soient alignés en phase avec l'idée qu'on s'était fait de l'Adidas Arena en termes d'expérience et qu'on n'ait rien oublié, ou en tout cas qu'on n'ait pas oublié d'assets majeurs pour fabriquer une bonne connexion entre tous ces clients et la salle. Ok, c'est ce qu'on vous souhaite, mais j'en doute pas. Et pour parler un petit peu cette fois-ci de la partie plus hospitalité, un peu plus B2B, parce que c'est aussi intéressant et la fan expérience se joue aussi là-dessus. Et toi, tu as ton rôle à jouer aussi sur cette partie-là. Qu'est-ce qui va un petit peu évoluer ou se différencier de ce que vous avez déjà aujourd'hui, par exemple à l'Accor Arena? Alors, quand on a une loge comme ça, voilà, c'est un très bon exemple. Comment ça va se passer dans la nouvelle Adidas Arena pour toute cette partie? Plusieurs réponses. Une réponse globale par rapport au marché. On a la conviction que les décideurs de demain qui ont besoin de programmes de relations publiques, ils ont plus un hoodie qu'une cravate. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends 3 exemples. Au Stade de France, on a 150 loges. On accueille ses clients dans un espace fermé parce que c'est important, c'est intime, c'est protocolaire. Ouais. À l'Accor Arena, on a plus de 50 loges. On a une diversité de programmation et une diversité de fêtes et de célébrations qui nous permet d'avoir des moments un peu haut de gamme et de proximité avec ses invités. À l'Adidas Arena, on a 10 loges. Ok, d'accord. Pourquoi on a 10 loges? C'est qu'on a une corbeille, pour emprunter ce mot à un stade que tu connais, de partenaires, de
partenaire fondateur autour de notre namer Adidas qui va aussi animer cette corbeille de loge. Ce que vous appelez vos partenaires d'expérience. Exactement. Okay. Et ces gens-là, ils vont animer cette corbeille de loge de seulement 10 loges. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a la conviction qu'aujourd'hui, les décideurs en hoodie comme toi, ce qu'ils veulent, c'est casser les codes. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer leurs pairs, leurs potes, leurs futurs clients dans un endroit convivial, dans un endroit où, en buvant un verre, on peut faire un contact pour un nouveau business et en même temps, 15 minutes plus tard, on est avec son staff ou ses clients ou ses prospects en train de danser sur une terrasse avec vue directe sur la Seine. Okay. Donc, on a cette conviction-là. Donc, on a déployé des offres plutôt de partage mélangées. Donc, on a des grands salons qu'on vue sur la Seine. On a même poussé le curseur jusqu'à se doter d'un sky bar face à la Seine qui est seulement un espace réceptif. Il n'y a même plus de place. On n'a plus de siège numéroté. On s'installe là où on a envie de s'installer, sur un manche debout, sur un canapé, adossé au bar, pour vivre l'expérience comme on a envie de la vivre. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est encore quelque chose de réinventé, encore quelque chose de différent. Et justement, dans cette perspective un petit peu d'évolution, je voudrais parler un petit peu maintenant du futur de l'expérience fan, avoir un petit peu ta vision là-dessus. Parce que donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver à l'Adidas Arena qu'on va pouvoir découvrir courant 2024-2025 sur ce qu'est votre vision de ce qu'est l'expérience fan d'aujourd'hui. Et pour toi, c'est quoi la vision justement d'expérience fan du futur d'ici 10, 15, 20 ans? C'est quoi pour toi les tendances qui devraient prendre le dessus et comment demain on devrait consommer un match ou un événement, en tout cas de ton point de vue? Il y a plusieurs mécaniques probablement qui vont se mettre en route et qui sont déjà en route, qui vont prendre plus d'importance. Je t'en cite quelques-unes, pas par ordre d'importance, mais par, je dirais, celles qui me viennent. La première, c'est qu'on a la conviction, nous, à l'Accor Arena, parce que tu disais c'est notre labo, que le plus on fabrique des expériences quasiment de marketing one-to-one et qu'on fabrique des petites expériences ultra affinitaires pour un petit nombre, et ben en fait, on se rend compte que ce petit nombre, il y a un effet boule de neige et qu'en fait, ce petit nombre, il est bleu sur tel événement, vert sur tel autre, rouge sur tel autre, et qu'on a un effet d'entraînement et qu'en ayant fabriqué cet appartement pour un seul client, et ben en fait, on se rend compte que à la fin de sa première saison, puisque ça fait seulement une saison qu'on l'a inauguré, en fait, il n'a pas plu à un client, il a plu à 60 clients. Et donc, on a cet effet d'entraînement d'avoir la conviction, en tout cas nous en interne, qu'il faut continuer de fabriquer des expériences petites, légitimes, un peu marketing one-to-one, tailor-made, on appelle ça comme tu veux. Ça, c'est notre première conviction, c'est que les clients, surtout les clients hospitalité et les sponsors, vont vouloir de plus en plus d'expériences tailor-made en résonance avec leur propre marque. Donc, ça pose beaucoup de questions. Hein. Comment on fait du petit, du tailor-made dans une grosse usine? C'est ça. Voilà, donc ça, quand on voit une salle aussi grande, on ne peut pas faire du tailor-made pour… Et ce que je te dis sur le client entreprise hospitalité, c'est également vrai sur le client grand public. Ça, c'est la première conviction. Notre deuxième conviction, c'est que le client grand public est B2C et le client hospitalité B2B est de moins en moins clivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parlais de digital tout à l'heure, il faut qu'on soit en capacité, tous, dans notre secteur, d'accompagner un client unique, un client référentiel unique, pour parler un peu de tech, 2 secondes, et qu'on puisse identifier que toi, tu as été invité par un grand compte tech en loge, que 3 jours plus tard, tu es venu avec ta copine et que 3 semaines plus tard, je t'ai vendu un produit d'hospitalité expérientielle. Et il faut que je fabrique une relation commerciale 360 avec toi. Et donc, ça implique aussi des déploiements techno, des déploiements dans les équipes aussi, des nouvelles compétences. Ça, c'est pour nous une conviction très importante. Le B2B et le B2C, dans les années à venir, vont se mélanger. Et puis, la troisième, je dirais, troisième axe qui nous impose, qui va s'imposer à nous, plutôt, c'est aussi l'impact. Le sens qu'on met à venir voir un spectacle, le sens qu'on met à dépenser des budgets marketing pour inviter nos clients et faire de l'influence et des relations publiques. Et donc, nous, on est en train de regarder comment on fait pour passer… l'Accor Arena, c'est la première arena en France qui a été certifiée ISO 2121.
Ce qui veut dire qu'on est dans un système de management responsable. Donc, c'est un label qui nous permet de nous positionner, je dirais, de façon assez mature sur tous les enjeux RSE. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi le traduire pour nos clients. Et je pense que cet axe de l'impact positif de notre activité pour les clients, entreprises, sponsors et puis le grand public va être de plus en plus important. Et pour rester sur cet aspect nouvelle technologie et aussi futur de l'expérience fan, aujourd'hui on est dans une ère qui n'a jamais été autant numérique. On a tout qui est disponible sur notre téléphone, sur notre ordinateur. On a Twitch, Kick, tous les sites de streaming qui prennent une ampleur pas possible. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un risque pour les salles de spectacles vivants, pour les salles de concert, pour les salles comme les vôtres? Est-ce que c'est une opportunité? Comment vous voyez ça? Moi, je vois ça comme une opportunité, je vais t'expliquer pourquoi, et comme une obligation à fabriquer toujours la fan expérience la plus chouette possible. Deux explications. La première, c'est que tous les contenus qui sont streamés ou broadcastés, ils ont besoin d'un écran le plus dingue possible pour faire vivre à leurs streamers et à leurs viewers l'expérience folle d'un moment du live. Si l'UFC vient à Paris, à l'Accor Arena, pour organiser des combats de dingue, ce n'est pas pour la puissance absolue des 20 000 dingues qui sont là pour vivre un moment exceptionnel. C'est aussi parce que l'écran, la destination Paris et leur capacité à fabriquer des images hyper impactantes pour leur communauté de viewers qui payent fonctionnent pour eux. Si pour eux, c'était la même qualité que de le faire dans un studio avec juste un octogone et des caméras, probablement, ce sont des gens très, très intelligents, ils le feraient à Vegas, dans leur compound, et sujet suivant. Donc, ça veut dire que l'Arena, le lieu du live, tu vois, le Colisée romain, quoi, il sert à ça. Comment fabriquer la plus belle image sur les différentes plateformes. Donc, nous, on n'est pas inquiets de ça. On est concernés par accueillir ces dispositifs du mieux possible pour qu'ils fassent des images de dingue. Et en plus, ça a un impact positif sur notre métier qui est l'accueil d'événements et l'accueil de fans, parce que tous ces contenus streamés, regardés par des dizaines et des dizaines de millions de fans, bah, ça donne envie aux fans de venir vivre en live cet événement. Donc non, pour nous, ce n'est pas une menace, c'est vraiment une opportunité d'être au niveau de la demande des fans. D'accord, tout simplement. Très intéressant cette manière de voir les choses et je pense que c'est rassurant et c'est une très bonne réponse. Et maintenant, j'ai deux petites questions qui sont un petit peu nos questions de conclusion, on va dire, qui sont très personnelles aussi, qui n'engagent que toi, on va dire. Mais quelle est ta définition de ce qu'est une expérience fan réussie? Parce que justement, votre travail, c'est de fabriquer ces expériences fans, de créer des endroits, encore une fois, comme ici. Pour toi, c'est quoi une expérience fan réussie? Ça, c'est une super question parce que j'ai deux réponses à ça. J'ai une réponse très personnelle, émotionnelle, et tu vas te moquer de moi. Mais l'expérience fan réussie, c'est celle qui ne se voit pas, qui est seamless et qui te permettent à toi et tes potes, à toi et ton compagnon, à toi et ta maman, d'avoir fabriqué un souvenir extraordinaire que tu gardes toute ta vie. Ça, c'est la séquence émotion. Mais réfléchissez chez vous tous, réfléchis-toi, quel est l'événement sportif ou culturel qui t'a fait fabriquer un souvenir le plus cool possible. Et donc, en général, ce souvenir-là, il est accroché à une expérience client que des collaborateurs d'un lieu de spectacle ou de sport ont fabriqué pour toi et ta maman. Ça, c'est pour moi la définition absolue d'une fan expérience réussie. Et derrière, ma deuxième réponse, elle est plus business. Si on fabrique un appartement comme ça, qu'on investit du temps, des idées et du budget pour fabriquer ces expériences-là, ce n'est pas tout à fait que pour les beaux yeux de notre client, même si on adore les clients qui nous ont accompagnés dans cette folie. Si on fait ça, c'est parce qu'on a la conviction que grâce à ça, ils vont faire vivre des expériences dingues à leurs invités et que grâce à ça, ils vont donc renforcer leur business, développer leur influence et donc continuer d'acheter des programmes hospitalité ou d'acheter du partenariat et du sponsoring. Donc, ces deux réponses, pour moi, elles sont complémentaires et c'est ça qui fabrique la meilleure fan expérience.
Ok, très clair, très bonne réponse encore une fois. Et maintenant, est-ce que tu as quelques petites anecdotes ou une ou deux expériences que toi, tu aurais vécues personnellement et qui justement t'ont marqué, alors avec ta maman ou pas, hein, mais en tout cas, des expériences que tu as vécues, que tu retiens aujourd'hui et que tu définirais justement dans ta tête comme ce moment où justement ces collaborateurs ou ces personnes ont réussi à te faire transcender et vivre ce moment à 100%, quoi. Écoute, c'est difficile de répondre à ça et vous ne m'avez pas pris en traître puisque tu m'as dit que tu allais poser cette question. Ça fait 15 ans que je travaille dans le spectacle et le sport, au Stade de France, à Lille, au Stade Pierre-Mauroy et puis ici maintenant. C'est impossible de te répondre à ça sans passer 1000 ans à trouver l'expérience. Néanmoins, la première fois que l'Accor Arena a accueilli la NBA pour un match de saison régulière, moi, j'ai 37 ans, donc j'ai grandi avec Michael Jordan. Il se trouve que quand tu accueilles les Charlotte Hornets dans le cadre de ton job, que c'est la première fois que la NBA vient faire un match de saison régulière en France, que ça se passe à l'Accor Arena, là où tu travailles, il se passe un truc. Et ce qui est génial, c'est que je te parlais de souvenirs tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que mon taf me permet de vivre un rêve de gosse, accueillir la NBA dans mon bureau. Et que le petit supplément d'âme incroyable, c'est que tu prends ton ascenseur le matin pour aller au bureau et dans ton ascenseur, celui que tu as pris probablement pour venir ici, il y a Michael Jordan. Et ça, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le fabriquer. D'accord. Et c'est ce que la NBA à Paris, à l'Accor Arena, m'a offert. Ah ouais, ça doit être un beau souvenir quand même. Ouais, c'est cool. Ok, bon bah oui, ça fait un très bon exemple en fait, même si tu n'en as pas 2-3, je pense qu'on voit exactement ce que c'est qu'une bonne expérience fan. En tout cas, Julien, merci beaucoup pour ton temps. Merci encore une fois de nous avoir accueillis ici à l'Accor Arena et encore plus dans cette loge que je découvre avec encore une fois beaucoup d'émotion parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accueillis et puis j'espère avec plaisir dans un potentiel prochain podcast. Absolument, et à bientôt à l'Adidas Arena. Avec grand plaisir, on a hâte d'y être et hâte que ce soit terminé. Et bon courage pour la fin du chantier. Surtout. Merci beaucoup. Merci Julien, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.